Raïm Corsia, grand rabbin de France, bonjour. Bonjour. Raïm Corsia, merci de m'accorder cet entretien et de répondre à quelques questions. Voilà, Raïm Corsia, j'ai remarqué dans votre biographie que vous aviez été nommé en 2000 à la direction de l'aumônerie générale de l'armée de l'air pour vos connaissances en géostratégie. Rappelons que la géostratégie, c'est la géographie au service du militaire et de l'économie. Alors, est-ce que cette discipline aide aux prises de décision du grand rabbin de France ? C'est un grand mot. Et des fois, la réalité s'habille de grands mots. La réalité, c'est que j'ai fait plusieurs séminaires et j'ai fait des formations qui avaient comme objectif de mieux comprendre les enjeux de certaines régions, notamment l'Afrique et l'Asie moderne. Après, on peut expliquer les choses comme on veut. Le fait est que moi, j'avais fait mon service militaire dans l'armée de l'air, que j'ai une passion pour tout ce qui vole, que je pense que c'est une armée qui est toujours au service des autres, parce qu'on transporte tous les militaires, qu'on protège les militaires, qu'on délivre de l'armement, qu'on a un enjeu de cibler les choses, et qu'il y a dans l'aviation, dans l'armée de l'air, la notion d'engagement de manière très forte au service des autres, au service des autres armées, au service de la nation. Je retrouvais d'une certaine manière ce que j'ai vu. Maintenant, c'est certain que nos militaires sont projetés dans l'ensemble des continents, sur tous les théâtres d'opération, et qu'il vaut mieux un peu savoir ce qui se passe. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense avait fait 2 opuscules incroyables, formidables. Le premier pour expliquer un peu l'historique de l'ex-Yougoslavie, où nos soldats étaient engagés. Et on pensait que c'était quand même mieux de savoir un peu ce qui s'était passé dans l'histoire. Et l'historique du Liban, qui est une zone aussi où les militaires ont été engagés. Donc, oui, parfois la géographie ne n'exagère rien, mais disons, la connaissance du monde et ces grands mécanismes peut aider à comprendre les situations d'individus qu'on accompagne. Raïm Corsia, on va revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez été élu le 22 juin 2014 pour un mandat de 7 ans. Il vous reste 3 ans. Quelles vont être vos priorités pour ces 3 prochaines années ? J'ai été élu le 22 juin 2014. J'avais considéré que j'avais un mandat. Je considère que c'est jour après jour un enjeu d'accompagner la communauté, de l'orienter, de répondre à des demandes, d'anticiper sur ces demandes. Je me projette pas, j'ai refusé de faire une cérémonie d'installation, ce qu'avaient fait tous mes prédécesseurs. Que j'estimais qu'on s'installe pas dans un tel poste. On l'occupe en n'oubliant jamais que c'est pas le nôtre. Raïm Corsia, en tant que grand rabbin de France, l'essentiel de vos préoccupations, c'est ce que j'ai lu dans votre biographie, sont l'éthique face à la morale juive, les interrogations sociétales et la halakha, la place du juif dans la citoyenneté française et le dialogue interreligieux. Si on extrapole un tout petit peu, nos parents avaient résumé toutes ces données en une seule phrase. Heureux comme un juif en France. Est-ce qu'on peut encore le dire aujourd'hui ? Bon, d'abord, on ne peut pas limiter mon activité à ce qui est décrit, y compris quand c'est ma biographie. Enfin, ma biographie, elle dit ce que je fais, mais chaque jour est différent du précédent. Alors, c'est compliqué d'écrire tout cela. Il se trouve qu'on a la chance incroyable de vivre en France, un pays qui consulte tous les cultes. C'est le principe de la laïcité. Et dans ces consultations, je dois pouvoir intervenir sur les grandes questions de société, dont en ce moment, par exemple, en particulier, les questions de bioéthique. Et on oublie ce bonheur de vivre en France. Mais il suffit d'aller à l'étranger pour voir à quel point, finalement, la situation du judaïsme français est portée par le souffle de la société. Ça n'a pas toujours été le cas, même en France. Faut pas oublier que même après la Révolution, en Alsace par exemple, la place des Juifs était très contestée. Les décrets qu'on a appelés les infâmes de Napoléon ont porté un coup à la volonté d'intégration des Juifs qui se trouvaient être, oui, citoyens, mais un peu différents. 10 ans après, en 1818, où le serment Maurice de l'Écho, enfin tous les décrets infâmes ont été rapportés, ils n'existaient plus, mais il a fallu construire cet enracinement qui a probablement
donner cours à ce que Pierre Bernadotte m'a appelé, pour les Juifs, c'est fou de la République, un patriotisme d'une force sans égale, qui a dire motiver un engagement de tous nos fidèles dans les armées, que ce soit en 14-18 ou en 39-45, y compris quand on voulait pas d'eux. Je pense notamment à l'Algérie, où les Juifs ont fait des pieds et des mains pour s'engager dans les armées. Et il a fallu que De Gaulle reprenne le dessus sur Géraud, notamment en Algérie, pour que les Juifs puissent s'engager, et ils l'ont fait. Et les Juifs l'ont toujours fait, y compris dans des temps de paix, et continuent à le faire. En bâtissant la France, au niveau intellectuel, culturel, scientifique, économique, un engagement citoyen. Et ça, oui, c'est quelque chose qui nous pousse à dire heureux comme un juif en France. Mais comme les choses importantes, comme le bonheur, comme la vie, comme un couple, on ne peut pas considérer que puisque c'est gagné une fois, c'est gagné pour toujours. On doit considérer qu'il y a un combat à mener au quotidien. C'est un peu la même réponse que je vous ai tout à l'heure. Et c'est le psaume 68 qui le décrit merveilleusement bien. Source de bénédiction sois-tu Seigneur jour après jour. C'est jour après jour qu'on construit les choses importantes. Deux dernières questions. Lors de l'élection présidentielle de 2017, vous avez pris position avant le premier tour en appelant à faire barrage aux extrêmes. Et puis en appelant tous ceux qui croient et qui espèrent en la France à voter pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous entretenez... Pardon. J'interromps votre question parce que vous avez fait un raccourci incroyable. J'ai appelé à faire barrage aux extrêmes avant le premier tour. Et c'est après... Oui, c'est ce que j'avais dit, avant le premier tour. Non, mais c'est après le deuxième tour que j'ai appelé à voter pour Macron. Et pas avant le premier tour. Parfait, c'est très bien. Par contre, ma question est celle-ci. Est-ce que vous entretenez des rapports avec le chef de l'État et comment vous les qualifiez ? Ce sont des rapports normaux qui sont des rapports beaucoup plus avec le gouvernement qu'avec le président. Et qui sont des rapports de capacité à dire les choses quand les enjeux majeurs pour la communauté juive ou pour la nation se présentent. On va terminer. Dans une interview que vous avez accordée au quotidien Paris-Normandie le 2 mars dernier, vous avez souligné la dégradation de la communauté juive face à la fragilité grandissante de la République, du risque de fragmentation de la société et d'enfermement des uns et des autres. Alors, nous reste-t-il deux solutions ? C'est-à-dire soit pratiquer un judaïsme ouvert avec une assimilation latente, ou alors se refermer, se ghettoiser et se diriger donc vers un communautarisme. Ou alors peut-être le grand rabbin de France a-t-il une troisième voie ? Non, c'est pas une troisième voie. C'est vraiment... Quelle est la solution la alors ? voie de la République qui consiste... Où est-ce qu'on va vers une assimilation ? Chaque fois que la République est faible, les communautés se referment les unes sur les autres, sur elles-mêmes, et s'interdisent d'échanger et donc de progresser. Est-ce que la République est faible en ce moment ? Elle a besoin de se renforcer. Elle lutte d'abord pour réaffirmer des choses simples. Comment elle peut se renforcer ? Il a fallu par exemple en 2015 qu'on marche à 4 millions dans les rues pour affirmer finalement qu'on avait oublié les fraternités. On s'est occupé que d'égalité et de liberté, mais on avait oublié la fraternité. Donc vous voyez bien que la République est toujours en lutte. La République lutte pour faire advenir son espérance, pour faire en sorte que, oui, la République soit fraternelle, soit égale, soit source de liberté, et permette à chacun, à chacune, quel que soit son engagement, d'exister par lui-même et d'apporter ce qu'il est, ce qu'il porte, à l'ensemble de la société. Donc oui, c'est un combat, et nous le menons avec toutes les forces de progrès, les forces vives de la République. Et j'espère que la communauté juive prend partout sa place. Ce à quoi vous faites allusion, cet entretien, était un moment donné où on se rencontre, et dans une région qui avait vu un prêtre se faire assassiner dans son église, et il y a une nécessité à dire que malgré tout, on continue d'espérer. Et par exemple, l'église catholique a été remarquable après l'assassinat du père Hamel, en ouvrant ses églises à tous, en appelant à la fraternité. Je crois que c'est notre devoir de ne pas céder à la pulsion d'enfermement, qui est une pulsion qui apparaît dès la Bible et contre laquelle la Torah nous dit « N'ayez pas peur ». Moïse dit au peuple, à 2 reprises, « N'ayez pas peur ».
Et c'est ce mot qu'il faut avoir à l'esprit, de ne pas avoir peur. Merci Chaim Korsia de nous avoir accordé cet entretien. D'ailleurs, cet entretien que vous pourrez retrouver en podcast audio sur le site de RCN, la radio juive de la Côte d'Azur, et en vidéo sur la chaîne Judaïkan de YouTube. Merci Chaim Korsia, grand rabbin de France.